Les mots m'ont percuté avant que leur signification ne m'atteigne. Melis, je pense qu'il vaudrait mieux que tu partes. La voix de mon père a traversé la salle à manger avec la même précision glaciale qu'il utilisait dans ses plaidoiries. Le lustre en cristal au-dessus de nous sembla perdre de son éclat. Ou peut-être était-ce simplement ma vision qui se rétrécissait. J'ai senti mes doigts se resserrer autour du pied de mon verre à vin jusqu'à ce que le fragile calice menace de se briser. Le brouhaha autour de la table s'est éteint instantanément. Les fourchettes se sont figées en l'air. Le sourire parfaitement dessiné de ma sœur Lorraine a vacillé. Mon frère Bryce a soudainement trouvé son assiette fascinante. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi. Certains confus, la plupart sachant qu'ils attendaient ce moment. Mon père se tenait au bout de la table, les mains encore levées, son toast inachevé, me regardant comme si j'étais une motion de rejet qui venait d'être acceptée. L'invitation formelle, la présence exigée, le carton de placement à l'extrémité de la table près de tante Marlène, qui pensait que Jonah était mon chauffeur. Tout avait été orchestré pour ce moment précis. Une exécution publique déguisée en célébration familiale. Je m'appelle Melis. J'ai 34 ans et je suis directrice de publication. Voici l'histoire de comment j'ai cessé de mendier une place à une table qui ne m'était jamais destinée. Je me suis levée, car que pouvais-je faire d'autre? Ma serviette a glissé de mes genoux sur le sol, mais je ne me suis pas penchée pour la ramasser. Mes mains étaient engourdies, ma gorge serrée, mais je ne pleurais pas. Pas encore. J'avais appris il y a longtemps à ravaler ma honte devant la famille Harper. C'était pratiquement une compétence de survie. Puis, la chaise de Jonah a raclé le parquet. Mon mari s'est levé à côté de moi, et il y avait quelque chose dans sa posture que j'avais rarement vu. Une tension contenue qui a soudainement fait que chaque personne dans cette pièce s'est redressée. Il ne me regardait pas. Il regardait directement mon père avec ce genre de regard assuré qui mettait mal à l'aise les investisseurs lors des négociations. « J'aimerais porter un toast », a dit Jonah calmement. La mâchoire de mon père s'est crispée. « Ce n'est pas ta place. »« C'est discutable », a répondu Jonah en levant son verre. « Mais ce soir, je suis le seul à me comporter comme un membre de la famille. » La pièce a retenu son souffle. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas seulement le soulagement que quelqu'un me défende, mais quelque chose de plus vif. La colère. Une colère claire, ciblée, attendue depuis longtemps. Parce que ce moment n'a pas commencé ce soir. Il a commencé il y a 34 ans, quand je suis née en étant le mauvais type de Harper. Le genre qui aimait les histoires plus que les portefeuilles d'actions. Qui a choisi les mots plutôt que les litiges. Qui mesurait le succès en vie touchée plutôt qu'en titres obtenus. Mon père, Gerald Harper, était un associé en contentieux qui avait bâti sa carrière en détruisant les arguments de la partie adverse avec une précision chirurgicale. À la maison, il appliquait les mêmes normes impitoyables. L'amour n'était pas donné. Il se méritait par des réalisations qui répondaient à ses spécifications exactes. Mes frères et sœurs ont appris à jouer le jeu. J'ai appris à disparaître. Bryce, l'aîné, est devenu tout ce que papa voulait, athlète universitaire, diplômé avec mention de la faculté de droit, grimpant maintenant les échelons dans l'ancien cabinet de papa. Lorraine s'est lancée dans la chirurgie cardio-thoracique, parce que bien sûr, c'est ce qu'elle a fait. Leur succès était célébré avec du champagne et des discours lors de rassemblements comme celui-ci. Les miens étaient tolérés quand ils ne pouvaient pas être ignorés. J'avais 8 ans quand j'ai gagné mon premier concours d'écriture. J'ai tendu le certificat à papa avec des mains tremblantes, désespéré de voir ne serait-ce qu'une lueur de fierté. Il y a jeté un coup d'œil et a dit, l'écriture ne paie pas les factures. C'est tout. Pas de félicitations, pas d'affichage sur le frigo comme le faisaient les autres parents. Juste un rappel que j'avais mal choisi, que j'étais une erreur, que je serais toujours une erreur à ses yeux. Quand j'ai changé ma spécialisation de commerce à littérature anglaise en première année d'université, il a complètement coupé mon financement universitaire. Si tu veux poursuivre des rêves, fais-le avec ton propre argent. J'ai cumulé 2 emplois, contracté des prêts, obtenu mon diplôme avec mention. Ça n'a rien changé. J'ai passé la vingtaine à essayer de mériter ce qui aurait dû m'être donné librement.
Je me suis faite toute petite pour m'intégrer dans des conversations sur des affaires judiciaires et des procédures médicales. J'ai ri à des blagues qui n'étaient pas drôles. Je me suis présentée à des rassemblements où j'étais traitée comme un fantôme même quand j'étais juste là. Puis j'ai rencontré Jonah dans une librairie un mardi pluvieux. Et pour la première fois, quelqu'un m'a vu sans me demander de changer. Il comparait les 4e de couverture avec le sérieux de quelqu'un qui choisit une philosophie de vie. Quand il m'a surprise en train de sourire de son intensité, il m'a souri en retour et m'a proposé de m'offrir un thé. Cet après-midi s'est transformé en 3 heures de conversation où il écoutait vraiment. Pas pour juger, mais parce qu'il était sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire. Jonah ne venait pas d'un milieu aisé ou prestigieux. Son père était électricien syndiqué, sa mère professeure d'art dans une école publique. Ils m'ont accueilli comme si j'avais toujours fait partie d'eux. Quand nous nous sommes mariés 1 an plus tard, mon père a dit qu'il était occupé ce week-end-là. Il n'est pas venu. Mes frères et sœurs ont envoyé des textos expéditifs, mais la mère de Jonah a pleuré des larmes de joie et son père m'a appelé « ma famille ». Et j'ai réalisé que c'était ça, le véritable amour. Simple, inconditionnel, donné librement. Alors, quand l'invitation couleur ivoire est arrivée il y a 3 semaines, un carton épais avec le monogramme de papa et une dorure à chaud, j'ai su que je devrais la jeter. Célébration de la famille Harper. Famille immédiate uniquement, tenue de soirée. Aucune explication sur ce que nous célébrions. Pas de mots chaleureux, juste une convocation. Tu n'es pas obligé d'y aller, a dit Jonah doucement quand il m'a trouvé en train de la fixer. Je sais, ai-je répondu. Mais une partie pathétique de moi espérait encore. Peut-être que papa s'adoucissait. Peut-être qu'il me verrait enfin. J'ai acheté une robe en satin vert foncé, je me suis fait coiffer, j'ai répété des choses polies à dire dans la voiture en chemin. Quand nous sommes arrivés chez papa, celle qui était la maison de mes parents avant la mort de maman, personne ne nous a accueillis à la porte. À l'intérieur, une douce musique de jazz jouait. Lorraine, vêtue de soie rouge, tenait salon près de la cheminée. Bryce riait avec les collègues de papa du cabinet. Ils m'ont regardé comme si j'étais un meuble. On me parlait, mais sans m'inclure. Toléré, mais pas la bienvenue. Les cartons de placement au dîner racontaient la véritable histoire. Papa en bout de table. Lorraine à sa droite. Bryce à sa gauche. Jonah et moi à l'autre extrémité, à côté de tante Marlène qui a passé le dîner à mettre de la purée sur sa serviette et à demander si Jonah était mon chauffeur. J'ai regardé papa rire avec mes frères et sœurs, porter un toast à leur réussite, parler avec animation de leur carrière. J'étais assise à 10 mètres et j'avais l'impression de regarder à travers une vitre. Chaque minute confirmait ce que je savais déjà, mais que je continuais de nier. Je ne serais jamais assez bien pour lui parce que je n'avais jamais voulu être ce qu'il exigeait. Puis est venu le toast, celui où il a loué le leadership de Bryce et la précision chirurgicale de Lorraine, où il a parlé de ceux qui choisissent des chemins différents tout en me regardant droit dans les yeux. Où il a souri de ce sourire froid de plaideur et a prononcé les mots qui allaient tout changer. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu partes maintenant. Jonah levait son verre et le visage de mon père s'était figé. À la femme que vous venez d'essayer de congédier, a dit Jonah, sa voix tranchant nettement dans le silence. Ma femme, Melisse. Il s'est légèrement tourné vers moi, puis de nouveau vers papa. Vous dites que ce soir est pour les gens qui comptent. Laissez-moi vous dire qui compte. Melisse a construit sa vie sans filet de sécurité après que vous l'ayez coupée des vivres. Elle a cumulé 2 emplois tout en terminant ses études. Elle a lancé sa propre maison d'édition et a donné leur première chance à des dizaines d'auteurs. Des vétérans, des immigrants, des adolescents qui ne s'étaient jamais vus dans un livre auparavant. Elle a été invitée à des festivals littéraires dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, parce que vous n'avez jamais demandé. Les jointures de papa sont devenues blanches sur son verre de vin. Mais rien de tout cela ne compte pour vous, a poursuivi Jonah. Parce que vous ne mesurez pas le succès en impact. Vous le mesurez en statut et en contrôle. Et quand Melisse a refusé de se conformer, vous ne l'avez pas seulement rejeté. Vous l'avez effacé publiquement, et intentionnellement. Il a regardé autour de la table.
Quant à vous autres, si cela vous met mal à l'aise, c'est normal. Vous avez regardé un père humilier sa fille devant tout le monde, et vous n'avez rien dit. Certains d'entre vous ont souri. Le silence était absolu. Mon cousin ne pouvait pas croiser mon regard. Le visage de Lorraine était devenu pâle. Puis Jonah m'a regardé, son expression s'adoucissant. Mais voici ce qui compte. Melis, je te vois. Je t'ai toujours vu. Pas comme la fille qui a échoué à la liste de quelqu'un d'autre, mais comme la femme qui a eu le courage de se définir elle-même. Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Pas de la douleur cette fois. De la reconnaissance. Jonah s'est retourné vers papa. Vous lui avez dit de partir. Très bien. Nous partirons tous les deux. Il a posé son verre doucement. Mais ne confondez plus jamais votre silence avec de l'autorité. Vous contrôlez peut-être cette maison et dominez cette famille, mais vous n'avez pas le droit de dicter sa valeur. Il a pris ma main, ferme, sûre, chaude. Et c'est là que j'ai réalisé que je ne partais pas dans la honte. Je m'éloignais de gens qui ne me verraient jamais. Il y a une différence. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai retiré doucement ma main de celle de Jonah et je me suis tournée pour faire face à mon père. Ma propre voix m'a surprise par sa fermeté. Sais-tu ce qui est drôle, papa, ai-je dit. J'ai passé 34 ans à penser que quelque chose n'allait pas chez moi. Que si je travaillais plus dur, que j'accomplissais plus, que je devenais quelqu'un de différent, tu finirais par m'aimer. J'ai regardé autour de la table. Mais ce soir m'a fait réaliser que tu ne peux pas aimer ce que tu ne respectes pas. Et tu n'as jamais respecté quoi que ce soit qui ne te ressemblait pas trait pour trait. Le visage de mon père est resté impassible, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter. Bryce, ai-je dit en me tournant vers mon frère. Combien de fois as-tu utilisé mon analyse marketing pour tes présentations? 3. 4. Tu ne m'as jamais crédité. Tu as juste pris le travail et récolté les lauriers. Le visage de Bryce est devenu rouge. Quelques personnes ont bougé, mal à l'aise. Lorraine, ai-je continué, les yeux de ma sœur s'écarquillant. Tu te souviens quand tu as dit à l'infirmière des soins palliatifs de maman que j'étais trop émotive pour prendre des décisions médicales? Tu m'as fait retirer de son équipe de soins durant ces dernières semaines. J'ai à peine pu lui dire au revoir. Lorraine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je me suis retournée vers mon père. Tu leur as appris que la cruauté est acceptable tant qu'elle est polie, que l'exclusion est acceptable si on l'habille d'invitations formelles et de cartons de placement. Mais j'en ai fini d'être ta leçon sur ce qui arrive aux enfants Harper qui ne se conforment pas, j'ai pris mon sac à main. Et papa, puisque tu te soucies tant des contributions et des héritages, j'ai tout documenté. Chaque rejet, chaque exclusion, chaque fois que tu as dit à maman de ne pas encourager mes folies. J'écris mes mémoires. Le visage de mon père a finalement changé. La peur a traversé son visage. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit calmement. Il s'agit de vérité. De ce qui arrive aux enfants élevés par des parents qui traitent l'amour comme une évaluation de performance. Mon éditeur pense que ça trouvera un écho chez beaucoup de gens. J'ai regardé Lorraine et Bryce. Vous y serez tous les deux. Chaque crédit volé, chaque commentaire cruel, chaque fois que vous êtes restés silencieux pendant qu'ils me démolissaient. Je ne changerai pas vos noms. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre les bougies vaciller. Tu voulais que je parte, ai-je dit à mon père. Considère que c'est permanent. Mais contrairement à toi, je ne le fais pas en silence. Je le fais publiquement, preuve à l'appui. Je me suis dirigée vers la porte avec Jonah à mes côtés, sa main retrouvant la mienne. Sur le seuil, la voix de mon père a éclaté. Si tu écris ce livre, tu es définitivement banni de tout. Je ne me suis pas retournée. Ton argent n'a jamais été ce dont j'avais besoin. C'était de ton amour, et il a expiré il y a bien longtemps. La porte s'est refermée derrière nous avec un doux clic. Dehors, l'air de la nuit semblait incroyablement pur. Dans la voiture, j'ai commencé à trembler, non pas de peur, mais à cause de l'adrénaline d'avoir enfin dit la vérité après 34 ans à l'avoir avalée. Ça va, a demandé Jonah doucement. Je crois, oui, ai-je dit.
Puis j'ai ri. Un rire vrai et sincère. Je vais écrire ce livre. Je vais vraiment le faire. Il a serré ma main. Je sais. Je l'ai vu dans tes yeux au moment où tu as décidé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 textos. Bryce disait, c'était inutile. Lorraine disait, tu as toujours tout ramené à toi. Divers parents avec des messages de fausses inquiétudes sur l'unité familiale et le pardon. Je les ai tous bloqués. Mais il y avait un message qui comptait, de mon éditrice au travail. Café lundi. Je veux entendre ton pitch pour ces mémoires que tu as mentionnés. Je lui avais envoyé un mémo vocal à 2 heures du matin, incapable de dormir. Les mots jaillissant après des années de silence. Maintenant, c'était réel. Je ne partais pas seulement. Je prenais la parole. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qu'on avait fait se sentir comme le problème, alors qu'en réalité, ils étaient juste entourés par les mauvaises personnes. Le livre a pris 8 mois à écrire. J'y ai tout mis, les petites cruautés, le gaslighting déguisé en inquiétude. La façon dont l'exclusion est devenue normale quand tout le monde participait au silence. J'ai changé quelques détails pour protéger la vie privée, mais la vérité émotionnelle est restée brute et sans concession. Mon éditeur l'a programmé pour une sortie à l'automne. L'équipe marketing l'a qualifié de « nécessaire et courageux ». Je l'ai appelé « survie ». 3 semaines avant la publication, l'avocat de mon père a envoyé une mise en demeure. Je l'ai envoyé à mon propre avocat qui a ri et a dit « La vérité est une défense absolue ». Ils n'ont rien. La mise en demeure a été discrètement abandonnée 2 semaines plus tard. Le livre est sorti un mardi d'octobre. Le vendredi, il était sur 3 listes de best-sellers. Non pas parce qu'il était sulfureux, mais parce qu'il était honnête. Des milliers de personnes ont laissé des commentaires disant « C'est mon histoire de famille aussi ». Je pensais être la seule. Merci d'avoir dit ce que je ne pouvais pas, mon père ne m'a jamais contacté directement, mais Lorraine a envoyé un email 6 semaines après la publication. Tu nous as tous mis dans l'embarras. J'espère que tu es heureuse. J'ai répondu, je ne suis pas heureuse, mais je suis libre. Il y a une différence. Elle a gardé son poste en chirurgie, mais j'ai appris par un collègue que sa candidature pour un poste de chef de service avait été discrètement retirée. Bryce n'a rien envoyé, mais par des connaissances communes, j'ai entendu dire qu'on lui avait demandé de se retirer d'un conseil d'administration après que quelqu'un lui ait transféré des passages de mon livre lors d'une réunion. Apparemment, comparer sa réputation professionnelle à mon travail réellement documenté le rendait moins impressionnant. Les choses dont il s'était attribué le mérite portaient soudainement mes empreintes. Par ces mêmes connexions, j'ai appris que mon père avait démissionné de 2 conseils d'administration d'organisations à but non lucratif, discrètement, sans explication. Le réseau de rumeurs avait lu mon livre. Le karma, ce n'est pas la vengeance. C'est simplement la vérité qui rattrape son retard. 1 an après ce dîner, je me tenais dans la chambre de bébé de notre nouvelle maison près de Seattle, berçant ma fille alors que la pluie de printemps tambourinait contre la fenêtre. Elle s'appelle Iris June Harper. Iris pour la résilience. La fleur qui repousse chaque année, peu importe ce qui essaie de la tuer. June pour les nouveaux départs. Elle avait 6 semaines et avait déjà le regard assuré de Jonah et une poigne qui ne lâchait pas une fois qu'elle avait saisi quelque chose. J'avais découvert que j'étais enceinte 3 mois après ce dîner, pendant la période la plus intense de l'écriture. D'une certaine manière, créer une nouvelle vie tout en documentant de vieilles blessures semblait juste. Tout le monde est là, a dit Jonah depuis le seuil, en me tendant mon thé. Notre salon était rempli de notre famille choisie. Les parents de Jonah, mes collègues, des amis qui étaient venus sans condition. Des guirlandes lumineuses brillaient chaleureusement sur les murs. Un gâteau disait « Bienvenue, Iris ». Pas de discours sur les réussites, juste des gens qui aimaient sans exiger de performance. Plus tard, après que tout le monde soit parti, j'ai trouvé une lettre près de la porte. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. Celle de mon père. Je l'ai tenue un long moment, puis je l'ai placée, sans l'ouvrir, dans un tiroir. Pas par amertume. J'avais déjà dit tout ce que j'avais besoin de dire, par écrit,
pour que le monde entier le lise. Je n'avais plus besoin de ces mots. Ils ne me façonnaient plus. Cette nuit-là, je me suis assise à côté du berceau d'Iris, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser. J'ai pensé à la femme que j'étais. Celle qui mendiait la permission d'exister, qui se faisait toute petite pour essayer de rentrer dans des espaces qui ne lui étaient jamais destinés. Je me suis penchée et j'ai murmuré les mots que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'étais enfant. Tu es déjà assez. Tu n'as pas à mériter mon amour. Il t'appartient entièrement, inconditionnellement, pour toujours. En le lui disant, j'ai réalisé que je me le disais enfin à moi-même aussi. À la petite fille qui aimait les histoires quand elle était censée aimer le droit. À la jeune femme qui est sortie de cette salle à manger et a trouvé sa voie de l'autre côté. À l'auteur qui a transformé sa douleur en une raison d'être. Et à chaque fille qui s'est déjà demandé si elle était le problème, laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de gagner leur approbation. C'est de cesser d'en avoir besoin. Les gens qui comptent vous verront sans que vous ayez à faire vos preuves. Et ceux qui ne le font pas, ils ne sont que des personnages dans l'histoire de vos origines. L'obstacle qui vous a appris à quel point vous étiez vraiment forte. Je ne parle plus à mon père. Je n'en ai pas besoin. Mais des milliers d'inconnus m'écrivent maintenant pour me dire que mes mots leur ont donné la permission de quitter des familles toxiques. De poser des limites, d'arrêter de jouer un rôle pour des gens qui n'apprécieraient jamais le spectacle. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Et il s'avère que la meilleure vengeance n'est pas de leur faire regretter. C'est de les rendre insignifiants pendant que vous construisez quelque chose de magnifique qu'ils ne peuvent pas toucher. Avant de partir, voici un petit bonus pour être resté jusqu'au bout. Si vous aimez apprendre et grandir comme moi, vous devez essayer les livres audio. J'ai une offre exclusive avec Audible. Votre premier mois est entièrement gratuit. C'est un accès à plus de 500 000 titres, sans aucun coût pour vous. Tous les détails vous attendent dans la description. Ne manquez pas cette occasion.